Bonjour! Aujourd'hui, nous allons parler des modèles structuraux et voir comment les inspecter. L'objectif de cette vidéo est de vous montrer quelques outils simples pour chercher et accéder aux modèles qui vous intéressent et comment les interpréter d'un point de vue visuel. Tout d'abord, allons voir la définition du terme modèle. Pour ce qui nous concerne, il s'agit de la représentation en 3 dimensions d'une macromolécule à une échelle différente de celle de l'original. Il s'agit d'une description simplifiée d'un système qui a pour but de nous assister dans nos calculs et nos prédictions. Mais gardez toujours à l'esprit qu'un modèle ne représente jamais une vérité absolue. Il existe de multiples façons de représenter un modèle, chacune avec son propre degré de précision. Dans les premières années de la cristallographie des macromolécules biologiques, les scientifiques ont eu recours à des reconstructions en fil de fer. Aujourd'hui, heureusement, nous avons accès à des outils de simulation numérique. La première question qu'il faut se poser est la suivante. Pourquoi donc avons-nous besoin de modèles? Eh bien, les modèles de structures macromoléculaires peuvent être utiles dans des contextes très variés. Par exemple, nous voulons comprendre d'un point de vue structural l'effet d'une mutation ponctuelle dans la protéine de notre intérêt, mais aucun modèle 3D n'est disponible. Dans ces cas, nous pouvons chercher les modèles d'une protéine homologue dans la Protein Data Bank, dorénavant appelée la PDB, qui va nous servir de point de départ pour des expériences de modélisation par homologie. À ce propos, de nombreux outils sont disponibles sur la toile Internet. Un des plus faciles d'utilisation est l'interface Swiss Model. Ou peut-être nous voulons établir une séquence ADN pour l'expression hétérologue d'un module de la protéine de notre intérêt, mais nous ne connaissons pas les bornes des parties structurées de ce module. Dans ce cas, nous pouvons nous faire aider par les données structurales d'homologues proches disponibles dans la PDB. Ou encore, peut-être voulons-nous utiliser des modèles disponibles dans la PDB pour concevoir des médicaments en faisant l'expérience de criblage virtuel, des expériences d'ancrage de protéines et pourquoi pas des expériences de dynamique moléculaire. Ceux-ci sont juste quelques exemples d'applications extensibles à l'infini, mais pour lesquelles nous n'avons pas de temps d'élaborer dans le contexte de cette courte présentation vidéo. Maintenant que nous avons abordé nos besoins, allons voir comment les adresser. La PDB fête cette année son 50e anniversaire. Elle a été créée comme banque de données structurales accessible publiquement en fournissant un format unique pouvant être codé par des logiciels de représentation graphique qui venaient de naître. Aujourd'hui, la PDB, soutenue par des fonds publics, représente une initiative d'envergure mondiale, hébergée sur plusieurs sites. Sa mission principale de partage de données est brillamment exemplifiée par la réaction face à la pandémie du Covid-19 et la mise en place d'un portail de données permettant aux scientifiques de partager leurs données génomiques, fonctionnelles et structurales en lien avec le virus SARS-2. En plus de cette mission de partage de données, la PDB offre également une ressource extrêmement riche de matériel pédagogique par le biais du portail PDB 101, qui peut être utilisé soit pour la formation individuelle, soit pour la communication de sciences au large public. Mais maintenant, allons voir plus en détail ce que la PDB peut nous offrir et les différentes manières d'approcher une entrée PDB. Nous pouvons rechercher une entrée PDB en utilisant son code d'identification, normalement reporté dans les articles scientifiques. Nous pouvons également chercher par le biais d'un nom d'auteur ou par d'autres mots-clés. Enfin, nous pouvons affiner notre recherche en utilisant l'option de recherche avancée. Dans ce but, nous pouvons utiliser un grand nombre d'attributs, seuls ou en combinaison. Prenons un exemple.
Imaginons que nous nous intéressons à une enzyme impliquée dans le métabolisme de la pyridoxine, autrement dit la vitamine B6. Existe-t-il des modèles de protéines en complexe avec la pyridoxine? Et si c'est le cas, pouvons-nous utiliser ces données structurales pour explorer les sites de liaison de la vitamine B6 et accéder aux acides aminés impliqués dans sa fixation? Dans ce cas précis, nous allons choisir l'attribut Chemical Component dans la recherche avancée et utiliser l'option Chemical Name. En entrant le terme pyridoxine, voilà 4 résultats. À partir de cet exemple de recherche avancée, voyons comment déchiffrer l'information fournie par la PDB. Prenons pour exemple l'entrée 5NN4. En première d'abord, la PDB offre une vue globale, une image de la molécule et quelques informations essentielles. Pour le moment, concentrons-nous sur l'aspect visuel et allons explorer la représentation en 3D de la molécule. Par défaut, la PDB nous montre ce qu'on appelle une représentation en ruban, où seule la chaîne polypeptidique de la protéine est figurée. À noter les points rouges représentant des molécules d'eau du solvant, les représentations en bâtonnets des petites molécules présentes dans les modèles, et finalement des représentations qui rappellent des Legos. Ces Legos symbolisent la structure de sucre et chaque bloc de Lego est représentatif d'un type de carbohydrate spécifique. Le menu sur la droite nous permet d'adapter la vue du modèle à notre guise. Par exemple, nous pouvons nous affranchir de la représentation en Lego et voir les structures de carbohydrates en forme de bâtonnet en jouant avec les modules représentation de carbohydrates dans le menu à droite. Nous pouvons également obtenir une vue de près d'une acide aminé spécifique et des interactions avec les atomes environnants en cliquant sur la lettre représentant ceci dans la séquence de la protéine affichée en haut. Dans cette vue, des interactions du type liaison hydrogène sont représentées par des traits en pointillés. Enfin, nous pouvons nous faire une idée de la qualité du modèle dans des endroits précis en affichant la carte de densité électronique. Les volumes en bleu représentent la densité électronique du modèle, le volume en vert reflète la présence d'électrons, autrement dit d'atomes, qui sont présents dans l'échantillon mesuré, mais qui n'ont pas été modélisés. Les volumes en rouge indiquent du désordre structural ou encore la présence erronée d'atomes dans le modèle. Cette option nous permet de vérifier en peu de temps s'il y a des signes de présence d'un ligand qui n'a pas été modélisé par l'expérimentaliste, par des raisons qui lui appartiennent, normalement explicitées dans l'article qui accompagne le modèle. L'affichage de la densité électronique nécessite que l'auteur aille déposer les données expérimentales dans la PDB. Ceci n'est devenu obligatoire qu'à partir du début de notre siècle. Par conséquent, nous ne pouvons pas inspecter la densité électronique pour des données déposées auparavant. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous a permis de découvrir des outils qui vous faciliteront l'inspection des modèles déposés dans la PDB. Mais n'oubliez jamais, vous ne regardez que des modèles et qu'il revient aux scientifiques avérés de déchiffrer la réalité qui se cache derrière.